La nuit où Clovis fut conçu, sa mère, la reine Basine, fit un songe qu'elle interpréta ainsi. Elle allait mettre au monde un lion, qui lui-même allait engendrer des loups. Elle a ce rêve étrange. Elle réveille son mari, elle lui dit « Va regarder par la fenêtre et dis-moi ce que tu vois ». Eh bien, il dit « Je viens de voir un lion et un centaure, et tous les animaux sont autour d'eux et semblent vraiment ravis. » Bon, il se rendort, mais elle le réveille une deuxième fois. Elle dit « Va voir, dis-moi ce que tu vois ». Et il dit « Ah, j'ai vu un léopard, un ours et un chacal. Et les animaux ont l'air inquiets. » Troisième stade du rêve. Dis-moi ce que tu vois par la fenêtre. Eh bien, j'ai vu des chiens, j'ai vu un chacal, j'ai vu un vautour, et tous les animaux sont terrorisés. C'est la panique la plus complète. Alors, l'interprétation de ce rêve, puisque Basine et Childéric vont donner le jour à Clovis, qui va devenir le roi des Francs, et sous le règne de Clovis, le royaume se portera à merveille, mais ce rêve interprété veut dire qu'avec les descendants et les héritiers de Clovis, eh bien, tout s'en ira à volo. Les héritiers de Clovis se sont effectivement entredéchirés durant tout le VIe siècle. Cette période a été rapidement perçue par les contemporains comme la plus noire de l'histoire de l'humanité. Ne disait-on pas qu'après l'Empire viendrait la fin du monde ? La légende du rêve de la mère de Clovis est élaborée par la tradition orale et transcrite pour la première fois au milieu du VIIe siècle par un auteur anonyme à qui on a donné le nom de Frédéguerre. Frédéguerre est un chroniqueur qui écrit l'histoire des Francs dans les années 660. C'est un homme qui réside sans doute dans le royaume de Burgondie, c'est-à-dire plutôt dans la région orientale du monde franc, et qui a une attitude relativement critique à l'égard de la royauté, considérant qu'une royauté faible est meilleure qu'une royauté forte telle qu'elle existait au VIe siècle à l'époque de Clovis. C'est Frédéguerre qui relate aussi la légende de Mérové, grand-père de Clovis, qui a donné son nom à la dynastie mérovingienne. Les Mérovingiens doivent leur nom à Mérové. Mérové qui est, comment dirais-je, l'ancêtre un petit peu mythique, dit-on, de Clovis. Et la tribu des Mérovingiens, qui sont des Francs-saliens, des Germaniques, eh bien, les Mérovingiens ont régné quasiment sur l'Europe, c'est-à-dire sur ce qui deviendra l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, la France, du 5e au 8e siècle. La mère de Mérové, déjà enceinte, fut séduite par une bête de Neptune alors qu'elle se baignait dans l'océan. Enceinte une deuxième fois, les deux sangs se mélangèrent pour donner naissance à une nouvelle dynastie dont les membres étaient investis de grands pouvoirs et d'une aura magique et surnaturelle, caractéristique des Mérovingiens. Ce pouvoir se concrétisait dans leur chevelure qu'ils se devaient de porter longue. Un mérovingien aux cheveux courts n'est plus mérovingien, il n'a plus d'autorité. Les Mérovingiens, dans la famille royale, sont, j'allais dire, très à cheval sur leur chevelure. Oui, parce que, et ça c'est une réminiscence de la Bible, hein, de Samson tout simplement. Ils considèrent que la force, la puissance, le respect est obtenu, est acquis grâce à la chevelure. On a d'ailleurs de merveilleux rois qui ont été chevelus. Clodion, le chevelu, qui est surnommé le chevelu. Et puis, quand Victor Hugo parle de Charlemagne à la barbe fleurie, eh bien, il se trompe parce que Charlemagne était glabre, il n'avait pas un poil sur le menton, mais en revanche, il avait une crinière fantastique. Le règne de Dagobert Ier de 629 à 639 sera marqué par la recherche d'un nouvel équilibre autour de valeurs que l'ensemble de la population partagerait. Dagobert est un roi qui apparaît dans nos sources comme fils de Clotaire II. C'est un roi qui monte sur le trône en 630 et qui garde le pouvoir pendant seulement une décennie. C'est-à-dire un personnage relativement fugace à travers l'histoire mérovingienne, mais qui a eu pourtant une immense postérité. Cette mutation s'achèvera cependant bien plus tard, avec la naissance d'une société nouvelle. Ce n'est pas encore la fin du monde, mais c'est déjà la fin de la dynastie descendant de Mérové. Clovis légua à ses fils un territoire s'étendant du Rhin jusqu'aux Pyrénées, mieux qu'un territoire, un regnum délégué par l'empereur. Cependant, le royaume fut partagé comme un butin. En 511, à la mort de Clovis,
Les 4 fils survivants se partagent les États de leur père. On sait que chacun reçoit essentiellement une portion de la région centrale, c'est-à-dire des espaces les plus riches, le bassin parisien, les espaces rhénans, et chacun reçoit également une frontière dangereuse à garder et éventuellement des zones de conquête à annexer. Le partage s'appuyait sur 2 logiques héritées de Rome. L'une administrative qui respectait le découpage impérial, l'autre défensive. Ainsi, Thierry Ier, l'aîné, eut la responsabilité de la région rhénane face au peuple germain et face au royaume burgonde. Ajouté à cela, on lui remit aussi les terres qu'il avait grandement participé à conquérir auprès de son père lors de la campagne contre les Visigoths en 507. Les 3 autres frères héritèrent de territoires avec pour chacun d'entre eux des villes fortement symboliques. Pour Clodomir, Tours, la cité de Saint-Martin, le soldat romain qui était devenu l'apôtre de la Gaule. Pour Childebert Ier, Paris, la ville où reposait Clovis, et enfin pour Clotaire Ier, le plus jeune, Soissons et Tournai, les premières capitales des Francs-Saliens en Gaule. Plusieurs rois, mais un seul regnum francorum. Les 4 capitales étaient d'ailleurs proches les unes des autres. Soissons pour Clotaire, Reims pour Thierry, Orléans pour Clodomir, Paris pour Childebert. Le terme de capitale est un grand mot. Le siège du royaume devait être celui du palais, mais chaque roi possédait une dizaine de palais, où la cour, l'administration, les archives et le budget, c'est-à-dire les trésors enfermés dans des coffres, séjournaient temporairement. Tout le système était itinérant, et les rois circulaient à l'intérieur de leur vaste domaine, ainsi que les hauts fonctionnaires, les serviteurs et tout le personnel palatin. Le pouvoir était donc décentralisé et le roi avait un besoin vital de relais stables dans chaque cité. La cité était une idée romaine, une ville avec les campagnes organisées autour. Ces intermédiaires indispensables étaient choisis parmi les élites. Au nord de la Loire, élite franque et au sud, grande famille gallo-romaine. Ce personnel avait des fonctions administratives, militaires, judiciaires et fiscales. Chaque responsable de cité était appelé comte. Il recevait des terres et la protection du roi en échange de ses services et d'un serment de fidélité. Les serments de fidélité des guerriers à leurs supérieurs sont connus depuis le 5e siècle. C'est une création romaine. Toutefois, les barbares ont adopté ces serments qui prennent des noms variables. On parle de truste au début de l'époque mérovingienne, mais on parlera plutôt de vassalage à partir du 8e siècle. Cependant, dans chaque cité, il y avait un personnage beaucoup plus important que le comte, l'évêque. Il était élu en théorie par ses pairs et par la population, mais en pratique, bien souvent désigné par les rois. Au 6e et 7e siècle, l'évêque concentre la plupart des pouvoirs civiques au sein des grandes villes du monde franc. C'est-à-dire qu'il a non seulement les pouvoirs religieux, mais également des pouvoirs fiscaux, éventuellement des pouvoirs militaires, et surtout, il représente sa ville lors de chaque grande occasion, notamment lors de la visite du roi. L'unité du royaume fut d'ailleurs incarnée pendant un temps par Clotilde, l'épouse de Clovis, qui dut sinon assurer une régence, au moins influencer les décisions de ses enfants. Lorsque Clovis meurt en 511, il laisse un fils aîné né d'un premier mariage, Thierry, et 3 fils très jeunes nés de son union avec Clotilde. Il semble que Clotilde ait imposé le partage pour favoriser sa propre descendance, et pendant près de 15 ans, elle assure la régence au nom de ses 3 fils les plus jeunes. Une certaine unité aussi quand il s'agissait, le printemps arrivant, d'amener les hommes au combat et d'organiser de grandes expéditions militaires dans le but de consolider le trésor royal et d'enrichir les fidèles. La cible la plus évidente était la riche Burgondie. Les 4 frères affrontèrent les troupes burgondes le 25 juin 524, à Vézerons, près de Vienne. Bataille qui vit non seulement la défaite des Francs, mais aussi la mort de Clodomir dont la tête servit de trophée aux soldats burgondes. Clodomir avait déjà 3 fils qui trouvaient refuge auprès de la reine Clotilde, mais Childebert et Clotaire s'en emparèrent. Ils envoyèrent alors un message à Clotilde, lui faisant comprendre que le destin de ses petits-enfants était entre ses mains. Elle avait le choix entre une épée et des ciseaux, la mort ou la tonsure.
la femme de Clovis ne put se résigner à ce que les fils de son fils perdent leurs cheveux et leur aura et ne puissent ainsi accéder au trône. Clotilde est consultée et Clotilde répond plutôt mort que tondu et donc autorise les oncles à exécuter les neveux. Les enfants de Clodomir vont disparaître ainsi. Clotaire eut le temps d'en poignarder 2 avant que le 3e ne prenne la fuite avec l'aide de quelques domestiques. Clodoald, c'était le nom de l'enfant qui survécut, choisit la tonsure et, fuyant les hommes et les loups, fonda un monastère en région parisienne et devint Saint-Cloud. Clotaire, Childebert et Thierry dépecèrent le royaume de leur frère en 3 parts. Clotilde se retira à Tours, près du sanctuaire de Saint-Martin. Après le sud-est, direction le nord-est et la Thuringe, où là aussi d'autres loups se disputaient un trône. La Thuringe est une région située à l'est de l'Empire franc, dans la région des fleuves de la Saale et de la Vézère, et qui est un espace depuis longtemps guigné par les rois des Francs, qui ont des contacts et qui ont des espérances pour récupérer cette région. Thierry et Clotaire profitèrent de l'état de guerre civile pour envahir le royaume, probablement en 531. Le trésor de guerre fut partagé en 2 lots. Dans celui de Clotaire, des terres à une princesse de 11 ans, Radegonde. Clotaire Ier est connu pour une politique matrimoniale particulièrement dynamique. Il a eu au moins 6 femmes légitimes successives. La plus connue d'entre elles est Radegonde, princesse thuringienne, qu'il a épousée dans les années 550. À partir de 532, de nouvelles campagnes furent menées en Burgondie. En 534, elle fut enfin annexée. Les Burgondes sont des envahisseurs venus de l'Est également, de Germanie, qui vont de leur côté régner sur le sud-est de la France et même également sur la Suisse, qui deviendra la Suisse romande, et laisseront leur nom à ce qui va devenir le royaume de Bourgogne. Dans les années 520-530, le royaume franc tente d'annexer la Burgondie, le royaume occupé par le peuple des Burgondes. À la suite d'une série de batailles particulièrement sanglantes, la Burgondie est annexée, certainement en 534, lorsque le dernier roi des Burgondes est obligé de s'enfuir et de laisser Lyon aux mains des Mérovingiens. En 537, coincé entre le Regnum Francorum et l'Empire d'Orient, le royaume ostrogoth, qui en 526 avait perdu le grand Théodoric, céda la Provence au Regnum. Non seulement l'unité de la Gaule était réalisée, à l'exception de la Septimanie qui reste visigothique, mais aussi et peut-être surtout, les fils de Clovis avaient accès à la Méditerranée. Ce n'était pas tout à fait l'Empire, parce qu'au-delà d'un noyau autour des 4 capitales, l'autorité des Mérovingiens était contestée. Tout d'abord à l'intérieur d'un cercle incluant l'Aquitaine et la Provence, qui avaient connu l'occupation visigothique, ainsi que la Burgondie, fraîchement annexée. Un peu plus loin, à l'est, un deuxième cercle était constitué par les territoires périphériques, comme la Thuringe et l'Alémanie, qui perdit aussi son autonomie dans les années 530, en même temps que la protection des Ostrogoths dont la puissance déclinait. Ces contrées fédérées prirent le nom de duché, terme qui servait à désigner des regroupements de comtés. Avec la disparition de Thierry en 534 et de ses enfants en 555, puis celle de Childebert en 558, Clotaire Ier régna seul sur ce Regnum Francorum jusqu'à sa mort en 561. Comme son père avant lui, le plus jeune des fils de Clovis était le maître de l'Occident. Clotaire Ier, fils de Clovis, est le premier roi après son père à réunifier le monde franc, même s'il le réunifie de façon extrêmement courte, entre 558 et 561, date de sa mort et date d'un nouveau partage. L'un des fils de Clotaire, Cramne, s'était une première fois allié avec son oncle Childebert afin de défaire son père et de s'approprier son royaume. Le fils vaincu obtint le pardon du père. Après la mort de Childebert, Cramne récidiva. Une nouvelle fois vaincu, Clotaire ne refit pas la même erreur. Il enferma Cramne avec femmes et enfants dans une cabane de pêcheurs qu'il fit brûler. Les mœurs de Clotaire Ier peuvent effectivement heurter certaines sensibilités.
Il heurta assurément celle de la jeune captive de 11 ans qu'il avait reçue en lot lors de l'annexion de la Thuringe en 531, Radegonde. Clotaire et ses guerriers avaient martyrisé son peuple et massacré sa famille. Il força pourtant celle-ci à l'épouser en 538. Radegonde était sa 3e épouse. Elle ne plia jamais aux exigences de son époux. Lors de réceptions, Radegonde apparaissait sobrement vêtue d'une tunique blanche. Son humilité chrétienne tranchait avec le rang qu'elle devait tenir. L'union dura pourtant une quinzaine d'années. Clotaire ne voulant pas s'avouer vaincu face à celle qui défiait son autorité. Il le fut cependant, et Radegonde, retrouvant sa liberté, fonda un monastère dédié à la Vierge à Poitiers en 555. Radegonde, une fois séparée de son mari, fonde un grand monastère à Poitiers. C'est le monastère Sainte-Croix de Poitiers, le premier grand monastère de femmes d'Occident. À la mort de Clotaire Ier en 561, la Gaule fut de nouveau partagée entre ses 4 fils restants. L'Austrasie au royaume de Reims revenait à Sigebert Ier. La Burgondie au royaume d'Orléans fut donnée à Gontran. Le royaume de Paris pour Charibert et le petit royaume de Soissons pour Chilpéric. En 567, Charibert disparut sans fils. Son royaume, celui de Paris, fut donc réparti en 3 et en premier lieu, Paris elle-même, dont les revenus fiscaux furent divisés en 3 parts égales. Autre conséquence majeure du nouveau morcellement, Chilpéric changeait de statut en obtenant des domaines qui rapportaient et allaient lui permettre de concurrencer ses frères en créant une 3e entité en face de l'Austrasie et de la Burgondie, la Neustrie. La Neustrie est un territoire du royaume de France, mais de la partie nord-ouest du royaume de France, c'est-à-dire une grande partie du royaume. La capitale à ce moment-là, je crois, était Soissons, Neustrie, qui va couvrir également la Normandie, etc. etc. C'était un territoire assez important que cette Neustrie. Contrairement à l'Austrasie, qui, elle, était à l'est de la France, royaume d'Austrasie, qui a d'ailleurs été créé pour un des fils de Clovis, et dont la capitale sera Reims pendant quelque temps. Sigebert, lui, régnait sur la partie la plus exposée du regnum, et alors qu'il était occupé à défendre ses frontières, Chilpéric l'attaqua. Sigebert, finalement vainqueur, pardonna à son frère et fit preuve de clémence. En 566, le roi des Visigoths accorda la main de sa fille cadette, Brunehaut, au plus puissant des Mérovingiens, Sigebert. Ce fut une cérémonie fastueuse, à l'image de sa magnificence. De plus, à 15 ou 16 ans à peine, la mariée était cultivée, gracieuse et très belle. Cette union est le premier acte d'une tragédie. À l'époque des petits-fils de Clovis, on voit apparaître une série de reines extrêmement dynamiques. La plus célèbre est Brunehaut, princesse visigothique ayant épousé Sigebert Ier, fils de Clotaire Ier. Brunehaut va se maintenir au pouvoir pendant 40 ans comme épouse, mère, grand-mère, puis arrière-grand-mère du roi régnant, assurant pratiquement à chaque fois la régence du royaume. Jaloux, Chilpéric demanda alors au roi des Visigoths la main de sa fille aînée, Galswinthe. Ce dernier accepta. Une double alliance avec les Francs valait mieux qu'une. La tradition voulait que le lendemain de la nuit de noces, l'époux qui avait reçu la virginité de sa promise lui fasse en échange un don, qu'on appelait « don du matin » ou « Morgengab ». Chilpéric consentit à lui donner un tiers de son territoire. Le mariage qui eut lieu en 567 devait lui fournir un héritier. Au bout de quelques mois, le ventre de la princesse wisigothe restait plat, et Chilpéric retourna dans les bras d'une ancienne épouse, Frédégonde. Or, si Galswinthe retournait en Espagne, elle emmènerait avec elle le Morgengab. Mais le père de celle-ci trépassa, et sans plus craindre sa vengeance, Chilpéric fit étrangler la sœur de Brunehaut pendant son sommeil, une nuit de 568. Il se remaria alors rapidement avec Frédégonde. Et à partir de là, pour des générations d'historiens, ce fut la haine entre Frédégonde et Brunehaut qui allait mettre à feu et à sang le royaume des Francs, le début d'une guerre civile qui allait durer 45 ans.
Frédégonde, femme de Chilpéric Ier, petit-fils de Clovis, est la grande ennemie de Brunehaut, non par haine personnelle, les deux reines ne se sont jamais rencontrées de leur vie, simplement parce que Brunehaut favorise le personnage de ses fils et petits-fils, alors que Frédégonde tente d'imposer son propre descendant, Clotaire II, comme maître de l'ensemble du royaume franc. C'est la période où les Francs se battaient, s'entrebattaient, hein, les Frédéric, Brunehaut ou Brunehild, tout le monde s'entre-déchirait. C'est une période assez sanglante de notre histoire qu'a connue Frédégonde. Le prix du sang était alors codifié dans la loi salique. Un tribunal présidé par Gontran légitima la guerre que Sigebert était en droit de déclarer à Chilpéric, afin qu'il puisse récupérer une partie du royaume de celui-là en paiement de l'offense faite à son épouse Brunehaut, la sœur de Galswint. Gontran recevrait une partie des territoires conquis pour son rôle d'arbitre. Tandis que Sigebert était tout près de la victoire finale, Chilpéric, retranché dans la ville de Tournai, envoya 2 esclaves assassiner son frère. Le siège fut immédiatement levé. Les Austrasiens repartirent chez eux avec le fils du roi défunt, Childebert II, que Brunehaut avait eu le temps de lui donner. Cette humiliation réclamait une vengeance divine. Des catastrophes naturelles ravagèrent alors le royaume de Neustrie. La même année, une épidémie de dysenterie tua les 2 fils de Frédégonde et de Chilpéric. Et tandis que la Neustrie s'affaiblissait, Brunehaut devint une véritable reine-mère en Austrasie à partir de 584. Quelques mois plus tard, Chilpéric fut poignardé par un de ses serviteurs. Avant de mourir, il avait eu un nouveau fils avec Frédégonde, le futur Clotaire II. Pour gouverner, les Mérovingiens avaient besoin du ralliement des élites locales. Les grands monopolisaient comtés et évêchés, ainsi que les charges publiques à l'intérieur du palais. Brunehaut fit tout pour limiter leur pouvoir. Pour elle, l'ordre prévalait et le modèle restait l'Empire. L'autorité impériale était encore forte, mais une autre référence se fit de plus en plus pressante à Rome. Le pape que les Mérovingiens avaient oublié. Brunehaut avait compris l'importance de l'évêque de Rome, et il se trouvait qu'elle était contemporaine de Grégoire le Grand, élu pape en 590. Celui-ci était décidé à réformer l'Église. Trop de charges spirituelles étaient accaparées par des individus qui n'étaient pas véritablement des hommes d'Église. Ils étaient mariés et préoccupés davantage par des enjeux matériels que par le salut des âmes. Grégoire voulait apporter à l'Occident ce qui lui manquait, une organisation sociale en accord avec la philosophie que véhiculait l'Église. Le seuil du Moyen-Âge sera bientôt franchi. Grégoire le Grand, pape de l'an 600, est sans doute le personnage qui a sauvé la papauté, cette papauté qui était extrêmement faible au 5e et 6e siècle, et qui va être relevée par ce personnage qui accepte soudainement de ne plus percevoir le pape comme le grand évêque de l'Empire romain, mais comme le patriarche d'Occident, cet Occident qu'il va chercher à convertir, notamment en lançant de grandes missions vers le monde anglo-saxon. Brunehaut était loin d'être populaire auprès des grands d'Austrasie et de Burgondie, que Childebert II, son fils, récupéra à la mort de Gontran en 593. Il mourut en 596. À la mort de son dernier petit-fils, Thierry II, en 613, et du fils de celui-ci, dernier héritier, Sigebert II, la même année, des grands d'Austrasie se rapprochèrent de Clotaire II. Retenons 2 noms. Arnoux de Metz et Pépin de Landen. Le fils du premier épousa la fille du second. De cette union naquit Pépin de Herstal, père de Charles Martel. Grâce notamment à ces 2 conspirateurs, Brunehaut fut capturée. Torturée pendant 3 jours, elle fut ensuite exhibée nue entre les bosses d'un chameau au milieu des insultes. Puis on l'attacha par les pieds sur le dos d'un cheval, le reste du corps traînant le long des pattes arrière. Le cheval put alors partir au galop. Clovis avait délimité un périmètre. On attendait que quelqu'un creuse les fondations. Le fils de Clotaire II allait pouvoir le faire maintenant que Brunehaut, entre la mort de sa sœur et la sienne,
avait levé les dernières hypothèques au prix de son sang. Il s'appelait Dagobert. Roi unique du Regnum, Clotaire II voulait un État central puissant comme Brunehaut. Il convoqua à Paris tous les évêques et tous les seigneurs laïcs du Regnum en 614. Ceux-ci lui cédèrent les trésors de Brunehaut, mais il dut maintenir les 3 entités indépendantes avec pour chacune un délégué responsable de leur gestion qui reprit l'appellation déjà ancienne de maire du palais. À partir des années 580, apparaît au palais mérovingien un personnage de haut fonctionnaire bien connu qui est le personnage du maire du palais. Il s'agit avant tout d'un intendant qui assure le bon fonctionnement des institutions. On se rend compte qu'à partir des années 610, ce maire du palais devient le premier personnage de l'État mérovingien, au point qu'en cas de régence, c'est lui qui assure la quasi-totalité des pouvoirs. Il y avait maintenant un roi et 3 maires. La guerre civile avait affaibli le pouvoir royal, tandis que les 3 composantes se construisaient une identité propre, renforcée par les grands. Dagobert naquit vers 604 et jusqu'en 613, il fut bercé par les événements de la fin de cette guerre civile. Adolescent, Dagobert apprit son futur métier de roi à l'école du palais, institution dont Clotaire semble être à l'initiative. Il rentra en contact avec un cercle de fidèles, nourris par le souverain, et potentiellement davantage préoccupés par le bien public que par l'ambition personnelle. Assermenté, il recevait une formation juridique de haut niveau afin de participer à la politique de centralisation du Regnum, qu'on peut commencer à appeler Francie. Le premier de ces esprits éclairés était Éloi. Il avait 16 ans de plus que Dagobert. Orfèvre de formation, il était le maître royal des monnaies. Le second s'appelait Oin. Né en 600, repéré par Éloi, il intégra cette élite grâce à ses compétences exceptionnelles. Un troisième se nommait Amand. C'était l'homme d'église de ce noyau dur qui allait contribuer au rétablissement de l'autorité royale. Grâce à eux, Dagobert se lança à la reconquête du pouvoir. Le roi Dagobert est surtout connu pour avoir de très grands ministres. Le plus célèbre est le trésorier du palais, Saint-Éloi, mais il y a eu également d'autres personnages éminents, comme Saint-Ouen, qui va en travailler comme haut fonctionnaire à sa cour. Ces personnages nous ont laissé une importante correspondance, grâce à laquelle on peut reconstituer la vie de cour à l'époque du roi Dagobert. La rivalité entre Neustrie et Austrasie n'avait pas disparu. Cette dernière réclamait la présence d'un roi. En 623, Dagobert fut choisi pour représenter son père, Clotaire II, dans le pays de Pépin de Landenne ou Pépin Ier, nommé à vie maire du palais d'Austrasie. En tant que délégué du roi, il était le seul à pouvoir faire la loi. Dagobert s'appuya sur cette période de paix pour uniformiser et rationaliser la justice. Un calendrier fut tout d'abord défini afin de fixer régulièrement des audiences. En cela, Dagobert est véritablement le précurseur de Saint-Louis. Tout comme lui et avant lui, Dagobert rend la justice où qu'il se trouve. À l'époque de Dagobert, la justice de modèle romain a tendance à moins bien fonctionner qu'autrefois, dans la mesure où les grandes aristocraties locales assurent le traitement de la plupart des procès. Dagobert, pour réinstaurer une autorité monarchique sur la justice, se déplace énormément à travers le royaume et part tantôt en Burgondie, tantôt en Austrasie, pour essayer d'imposer un traitement public, étatique, monarchique de la justice, en imposant très souvent la peine de mort. Chaque nouvelle audience débouche sur un nouveau décret. La réforme judiciaire est instantanée, les lois deviennent la loi. À la mort de Clotaire II en 629, Dagobert prit en main la Francie, malgré l'existence d'un frère, discret et peu instruit, qui n'avait jamais suscité beaucoup d'espoir de la part de son père. Nommé tout de même vice-roi d'Aquitaine, il mourut en 632. Dagobert s'installa rapidement en région parisienne. Une équipe gouvernementale s'était structurée à partir de l'école du palais et Paris devint un centre administratif. La diminution du trésor royal rendait difficile la politique ambitieuse de ces hauts fonctionnaires.
Il était donc indispensable de récupérer des biens appartenant à la couronne qui avaient été généreusement distribués pendant la guerre civile. Face aux protestations, la raison d'État fut invoquée. Convaincue ou non, l'Église s'inclina. Tout était en place pour la grande réforme que voulaient mettre en place Dagobert et ses amis d'enfance. Éloi, le grand argentier du royaume, pouvait être considéré comme un premier ministre. Proche des humbles, Éloi, en quête de justice fiscale, précisa les devoirs des grands en échange des honneurs qu'on leur attribuait. Tout en protégeant les petites gens, consolidait le pouvoir central. Éloi de Noyon était un personnage qui était comment dirais-je, une manière de ciseleur, d'orfèvre, de bijoutier, et que le roi Dagobert Ier, appréciait énormément, à tel point qu'il va en faire son ministre des Finances. Et c'est d'ailleurs le fameux Saint-Éloi qui figurera dans la chanson qu'au XIXe siècle, on chantera « Le bon Saint-Éloi » avec le cher Dagobert. Ohain, référendaire et garde du sceau, généralisa en Neustrie et en Bourgogne l'action que Dagobert avait entreprise en Austrasie en uniformisant la loi. La justice est maintenant la même pour tous, sans abus immoraux, mais conforme aux valeurs d'une société chrétienne qui se voulait nationale. Tout vient du roi, tout est garanti par le roi. Sur la lancée de la réforme du pape Grégoire le Grand, Amand, l'aumônier de la cour, assainit le clergé. Les hommes d'église furent de moins en moins de faux dévots. Il inaugura chez les Slaves et les Basques une nouvelle forme d'évangélisation en représentant l'autorité royale de Dagobert. L'adhésion à la religion du roi était aussi l'intégration au nouveau système mis en place en Francie. Le prestige du roi amena Héraclius, empereur d'Orient, à contracter un traité de paix éternelle. Restaient dans le domaine militaire deux priorités. Tout d'abord pacifier les deux peuples qui n'avaient jamais été totalement soumis par les Francs, Basques et Bretons, ce qui fut fait. Les premiers par les armes en 635, les derniers par la négociation. Ensuite, renforcer la frontière orientale, ce qui fut fait. Saxons, Thuringiens, Alamans et Bavarois, toute une Germanie potentielle plus que jamais fédérée à un royaume dont le centre de gravité se situait beaucoup plus à l'est que les cités de Neustrie. La paix du roi était solidement installée en Francie, ce qui permet à l'économie de s'épanouir. La production augmentait, les échanges et les déplacements se multipliaient entre Méditerranée et mer du Nord, avec le bassin parisien comme relais privilégié. Au début du 7e siècle, on voit un basculement de l'économie mérovingienne qui jusque-là était tournée de façon très classique vers la Méditerranée. Au début du 7e siècle, l'espace dynamique devient la mer du Nord. Et très rapidement, les rois mérovingiens installent de grands ports sur la mer du Nord, imposent des droits de douane et tournent tout leur intérêt commercial vers le monde anglo-saxon, notamment en passant de grands traités commerciaux. L'Antiquité se diluait dans ce qui allait devenir la France médiévale. La base de cette vitalité était l'influence grandissante des grands domaines agricoles contrôlés par l'aristocratie et l'Église. Le 7e siècle fut le temps des évêques. Ils ne participaient pas seulement au développement de l'agriculture, bâtisseurs et restaurateurs des édifices du culte, ils relançaient l'artisanat. Propriétaires terriens, les évêques tenaient également la ville, l'hospice, l'école, une partie de l'administration judiciaire et fiscale. Le réseau des évêques s'étendait à présent à celui des monastères, sous l'impulsion notamment de saint Benoît. Sa règle s'appuyait sur 3 principes fondamentaux: obéissance, pauvreté et chasteté. L'ordre des bénédictins fut soutenu par Grégoire le Grand. Contemporain du pape réformateur, Colomban, débarqué d'Irlande, fit pratiquer dans ses monastères une discipline encore plus stricte, où les mauvaises intentions ne trouvaient leur rémission que par le châtiment corporel. Le Haut Moyen-Âge voit la multiplication des grandes fondations monastiques sous la direction de personnages charismatiques, saint Benoît en Italie au VIe siècle, puis saint Colomban au début du 7e siècle dans le monde franc. Il s'agit de personnalités issues de la très haute aristocratie généralement, qui obtiennent des terres
soit des terres personnelles, soit des terres du roi, sur lesquelles ils fondent des monastères en imposant une règle de leur crue. Éloi contribua à alimenter ce réseau de monastères. Benoît et Colomban furent les piliers du monachisme occidental et participèrent activement à la réforme de l'Église qui permit l'émergence de la chrétienté occidentale telle qu'elle allait être pendant 1000 ans. Il y a deux saints emblématiques qui ont été protecteurs des rois de France. Il y a eu en premier à l'époque des Mérovingiens Saint Martin. D'ailleurs, les Mérovingiens se déplaçaient souvent avec la relique de la cape de Saint Martin dans leur cortège. Et puis ensuite, il y a aussi Saint-Denis. Alors Saint-Denis prend une grande importance, notamment à l'époque des Capétiens, donc les protecteurs de la France. Et c'est vrai que les Capétiens, dès avant Hugues Capet, étaient abbés laïcs de Saint-Martin, mais aussi de Saint-Denis. En 250, Denis était devenu le premier évêque de Paris. Il fut décapité par les Romains sur le mont des Martyrs. On raconte qu'il prit alors sa tête et marcha ainsi en direction du nord. Saint-Denis était l'évêque de Paris. C'est un saint bien connu puisqu'il a accompli un miracle. C'est un saint céphalophore, c'est-à-dire qu'il a marché en portant sa tête dans ses mains. C'est un chrétien naturellement qui va, à cette époque-là, encore connaître la torture des païens. Alors torture dramatique, hein, parce qu'on va le flageller, mais il va survivre. On va le griller, mais il va survivre. Tout ça à Paris, du côté de Montmartre. Hein. On va lui couper la tête. Il la ramasse, il la prend, il traverse la capitale, la fameuse rue des Martyrs, qui porte encore ce nom aujourd'hui, et il s'en va jusqu'à Saint-Denis, où il dit « c'est ici que je vais me faire enterrer ». Du temps de Clovis, Sainte Geneviève lui fit construire une basilique à l'endroit où il se serait arrêté et participa au développement de son culte. Sainte Geneviève est une petite paysanne née à Nanterre et qui va devenir la patronne de Paris depuis que la légende lui a attribué le sauvetage de ce qui allait devenir la capitale, qui n'était pas encore, devant les Huns terribles menés par Attila. Dagobert favorisa à son tour ce lieu de pèlerinage occupé par une congrégation sous l'autorité de l'évêque de Paris. Il lui donna des terres et surtout le droit d'organiser des foires. C'était une grande première qu'un roi accorde ce privilège à un centre religieux. On sait qu'il y a une foire importante à Saint-Denis et que cette foire génère des revenus extrêmement profitables pour le trésor mérovingien. Ce qui implique que le roi Dagobert, comme son père et comme ses descendants, va s'intéresser beaucoup à cet abbatiale. Le bon roi était victime depuis son enfance de crises d'entérite qui lui provoquaient des maux de ventre particulièrement douloureux. En janvier 639, une nouvelle alerte très violente l'affaiblit considérablement. Sentant sa mort prochaine, il demanda à être transporté près du tombeau de Saint-Denis, où il mourut le 19 janvier. Il fut le premier roi à être enseveli dans cette basilique qui allait devenir abbatiale et nécropole de tous ceux qui se succéderont sur le trône de France. Le bon roi Dagobert est devenu une légende parce qu'après lui commence l'ère des rois fainéants. Dagobert avait eu 2 fils de 2 épouses différentes. Sigebert III, qui avait 10 ans en 639, hérita de l'Austrasie, et Clovis II, 5 ans, de la Neustrie et de la Burgondie. L'unité de la Francie n'était plus, et le bel mais fragile équilibre obtenu par Dagobert et ses fidèles serviteurs laissa la place de nouveau au chaos. Les rois enfants de Dagobert allaient bien sûr perdre la réalité du pouvoir au profit des grands. Ils inaugurèrent le règne des rois fainéants. Les Mérovingiens restent des rois relativement puissants jusqu'à la fin du 7e siècle. Même au début du 8e siècle, le roi mérovingien est assez bien assis sur le trône pour condamner son propre maire du palais pour malversation financière. Toutefois, à partir des années 710, la plupart des rois sont extrêmement jeunes et les maires du palais prennent une importance telle que le roi est condamné à l'inaction,
ce qui a entraîné la légende des rois fainéants. Ils ne font pas grand-chose. Et pourquoi ne font-ils pas grand-chose? Parce que d'abord, ils règnent très hâtivement, très brièvement, et les pouvoirs sont détenus à cette époque-là par celui qu'on appelle le maire du palais, comme le sera Charles Martel. Donc ce sont ces gens, les maires du palais, qui dirigent. Eux n'ont rien à faire, donc ils sont oisifs. Et au XIXe siècle, sous la Troisième République, sous Jules Ferry, eh bien on va les caricaturer, on les imaginera dans des lourds chars couverts de coussins, traînés lentement par des bœufs, cheminant de ci, de là. Sans véritable autorité, ils ne faisaient rien ou faisaient néant. Les rois fainéants restaient sur le trône parce qu'on ne pouvait pas supprimer les descendants de Mérové, comme ceci, du jour au lendemain. La légitimité de cette dynastie était ancrée dans les mœurs. Dès 687, les Pipinides, membres d'une dynastie de la noblesse d'Austrasie, permirent à Pépin II de Herstal de réunir entre ses mains les mairies d'Austrasie et de Neustrie. La famille de Pépin et Arnoux s'était enrichie pendant que les rois se ruinaient. Elle s'appuyait sur des guerriers qui leur avaient juré fidélité par un serment d'allégeance. En 751, avec l'aval du pape, le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, coupa la longue chevelure du dernier descendant de Mérové, Childéric III. Le dernier héritier de Clovis finit ses jours dans un monastère. Les Mérovingiens étant dans une phase de perte de puissance depuis le début du 8e siècle, Pépin le Bref considère dans les années 740 qu'il est temps désormais de changer la dynastie royale. Il envoie une lettre au pape pour obtenir l'autorisation de déposer le dernier Mérovingien. La réponse lui parvient, l'autorisant à éliminer ce Mérovingien, et en 751, Pépin se fait couronner roi à Soissons, roi des Francs. Désormais, on parlera de dynastie carolingienne. Acclamé roi par les guerriers, les évêques et les grandes familles, Pépin donna plus de crédit à sa nouvelle couronne en se faisant sacrer par le pape dans l'abbatiale de Saint-Denis. Restait à asseoir cette légitimité sur le long terme. De fausses généalogies fleurirent alors. Au IXe siècle, on inventa des filles à Dagobert afin qu'elles puissent épouser des Pipinides. Dans certains documents, Arnoux de Metz, d'au moins 25 ans son aîné, devient le petit-neveu de Dagobert. Le Saint-Empire germanique ressentit le même besoin. Le partage que Dagobert avait effectué entre ses deux fils préfigurait déjà ce qui allait arriver. Une Austrasie qui se retrouverait dans le premier empire germain et une Neustrie qui était le noyau du futur royaume de France. Vers 830 fut rédigée une biographie de Dagobert à l'abbaye de Saint-Denis sous le règne de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. De nombreux événements firent leur apparition dans cette chronique. Ainsi, lors d'une partie de chasse près de Paris, tandis que le jeune prince poursuivait avec ses chiens un cerf, l'animal traqué trouva refuge dans une chapelle dédiée à Saint-Denis et les chiens n'osèrent pas pénétrer dans le lieu sacré. Plus tard, Dagobert s'était montré insolent avec l'un des fidèles de son père et comme celui-ci le menaçait, il revint dans cette chapelle dans laquelle il s'endormit et en rêve contracta un marché avec le martyr. Le saint lui promit sa protection si en échange, Dagobert s'engageait à honorer sa mémoire. La réconciliation avec le père eut bien lieu. Dagobert favorisa la renommée et la gloire de Saint-Denis. À partir du IXe siècle et pendant près de 200 ans, Dagobert va poursuivre ses donations à Saint-Denis. Les moines de l'abbaye vont produire 18 contrefaçons de diplômes attribués à Dagobert. Les fausses donations permettent à Saint-Denis de s'enrichir et de devenir ce qu'elle va devenir, la nécropole des rois de France. Tous ces faux soulignent le crédit, la légitimité, la référence intouchable qu'incarne Dagobert dans la mémoire populaire. La basilique de Saint-Denis est effectivement un monument emblématique de la royauté française, puisque beaucoup de rois sont enterrés dans ce monument. En fait, on parle souvent du roi Dagobert comme fondateur de l'abbaye. En réalité, il semblerait qu'une communauté religieuse existait déjà avant le roi Dagobert, mais par contre, il a été un des grands bienfaiteurs de l'abbaye et c'est le premier roi à se faire enterrer dans cette basilique à côté de Saint-Denis.
Premier roi enterré à Saint-Denis, Dagobert est à l'origine de la mystique qu'entoure l'abbaye, concrétisation du message politique et spirituel de la monarchie française. Quelques mérovingiens seront enterrés à cet endroit, mais à partir de Louis VI, tous les rois de France seront enterrés à Saint-Denis jusqu'à la Révolution, évidemment, et jusqu'à Charles X. Quand le système féodal va morceler le pouvoir au point que le roi de France n'est qu'un seigneur pas plus puissant que bien d'autres, la royauté s'appuiera sur Saint-Denis en faisant de la basilique le berceau de l'art gothique au XIIe siècle. Le concepteur du projet, l'abbé Suger, complète la propagande architecturale en réclamant l'héritage temporel de Dagobert, le roi qui règne et son descendant. Le roi Dagobert a une mémoire attachée à Saint-Denis qui conservait un élément insigne qui est le trône de Dagobert, trône qui va servir à plusieurs rois de France et qui va servir pour la dernière fois pour Napoléon Ier qui s'assoit dessus le jour de l'entrevue de Boulogne. Saint-Louis poursuivit le long processus de christianisation de la fonction royale en étant canonisé en 1297. Saint-Louis qui fit construire à Dagobert vers 1250 un mausolée. C'est sous son règne que furent rédigées à Saint-Denis les grandes chroniques qui font la part belle au bon roi Dagobert. Architecture, sculpture, écriture, Dagobert pénètre pour toujours dans la mémoire nationale en formation. Les moines de Saint-Denis ont vu relayer leur devoir de mémoire envers leur bienfaiteur par les prêtres de toutes les paroisses de France qui, pendant des siècles, au cours de leurs sermons, vont régulièrement raviver la flamme Dagobert. Le bon roi est une synthèse d'humanité faite roi. Il personnifie les valeurs chrétiennes de justice, de sagesse et d'humilité, tout autant que les faiblesses de l'homme. Monogame en série, il contracta 5 unions légitimes et accumula les concubines. Ce bon vivant avait la réputation de bien se tenir à table, malgré sa maladie. Ce côté paillard le rapprocha du peuple plus que de l'excommunication. Sa distraction légendaire fut mise en chanson au XVIIIe siècle. Il est ici utilisé comme caricature d'un roi qui allait bientôt perdre la tête. Populaire grâce à ses actes politiques tout autant qu'à son mode de vie, il est le modèle du bon roi, comme le fut près de 1000 ans après Henri IV. Cependant, sa fermeté face aux grands et sa quête de justice n'était peut-être que la manifestation d'une stratégie qui avait pour objectif, avant tout, le renforcement de l'autorité royale. Dagobert a servi de garde-fou aux futurs rois qui devront méditer sur la leçon du bienfaiteur de Saint-Denis. Ils apprendront dès le plus jeune âge le projet divin, leur tuteur étant bien souvent choisi parmi les membres de l'Église. Dans les périodes de chaos, ceux qui, de nouveau, voudront restaurer l'ordre s'appuieront sur son héritage. Si l'arbre mérovingien vacilla rapidement après sa mort, Dagobert avait enraciné profondément sur un terrain religieux favorable le ferment de la nation française. Un gouvernement solide, une justice équitable, une hiérarchie qui organise un territoire à partir de Paris, capitale unitaire, et surtout des principes élaborés de son vivant ou à titre posthume. À la mort de Dagobert, 5 générations après Clovis, les descendants de Mérové deviennent des pantins. Clotaire Ier fut à la tête d'un royaume de la taille d'un empire, qui ne fut d'ailleurs dépassé que par 2 empereurs dans l'histoire de France, Charlemagne et Napoléon. Le demi-siècle suivant fut marqué par 2 femmes, Bruno et Radegonde, qui montrent la voie à suivre, l'une sur le plan temporel, l'autre sur le plan spirituel. Conseillé par des esprits éclairés, Dagobert transforma en héritage le travail de restauration débuté par son père. Le royaume n'est plus un trésor que l'on se partage. Et si la Francie n'est pas encore une patrie, Dagobert, lui, est bien un patriarche. Quant à l'héritage des Mérovingiens, la fin de leur monde marque le début d'une seconde étape dans la construction d'un autre qu'on appelle
le Moyen Âge.